Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la prima pars à la question 78, les facultés de l'âme humaine en particulier. Je fais remarquer que ces questions-là sont purement philosophiques. Je veux dire par là que tout est accessible à la raison toute seule, indépendamment de la révélation. Et voilà pourquoi je les traiterai, non pas comme le fait saint Thomas d'Aquin, à partir d'arguments d'autorité pris chez le philosophe, mais selon la méthode philosophique, donc à partir de l'expérience. Et de toutes les expériences, il ne s'agit pas simplement de répéter ce que les anciens avaient découvert, mais d'améliorer quand c'est possible, et je dirais d'ajouter ce qui a été découvert par de nouvelles méthodes, en particulier les méthodes scientifiques de l'expérimentation à l'époque contemporaine. Alors on pourrait se demander, mais ce qui serait essentiel d'étudier en théologie, c'est ce qui a rapport avec le salut, donc principalement les puissances intellectuelles, de connaissance et d'amour. Ce sont elles qui nous permettent d'accéder à Dieu, et à cause de Dieu, d'aimer le prochain. Eh bien la réponse est qu'il faut connaître tout l'homme. En effet, nous ne sommes pas simplement en train de chercher ce qui est commun avec les anges, mais véritablement la manière dont Dieu mène l'être humain vers sa finalité ultime. Et donc, il faut connaître la nature humaine tout entière. Voilà pourquoi la philosophie est un instrument utile et je dirais complémentaire qui sert à la théologie. Donc, puisque nous sommes tout de même en théologie, eh bien, l'étude de ces facultés vitales en particulier sera en trois questions. D'abord, l'étude qui porte sur les facultés qui précèdent celle de l'intelligence spirituelle, puis l'étude de la faculté intellectuelle, et enfin l'étude de la faculté spirituelle d'affectivité. Alors d'abord, un article général qui demande « Faut-il distinguer dans l'âme des puissances de 5 genres différents, à savoir les puissances végétatives, les puissances sensitives, les puissances appétitives, la puissance motrice et la puissance intellectuelle ». Alors, je l'ai dit, nous sommes bien en philosophie, et donc, même si cette distinction vient d'un auteur ancien, il faut regarder si l'ordre qu'il y a mis est, je dirais, le plus judicieux. En réalité, lorsqu'on regarde par l'expérience l'être humain dans sa totalité, on constate qu'il y a plusieurs manières de classer les puissances vitales qui sont en lui. Et globalement, eh bien, on peut le faire selon deux façons principales. La première, d'une manière spéculative, ça veut dire connaître pour connaître. Et là, le propre du sage, c'est d'ordonner. Et puis, la seconde, qui sera très utile pour le domaine de la théologie, qui nous fait marcher, cheminer vers l'union à Dieu, eh bien, ce serait une connaissance davantage pratique, qui regarde comment l'homme est capable de se mouvoir dans sa vie pratique. Alors, procédons à ces deux choses. D'abord, selon un regard spéculatif, le mieux, c'est de discerner les puissances dans l'être humain, je dirais simplement par comparaison à ce qui existe dans la nature. Et là, on ne peut pas le nier. L'homme est un microcosme, et dans ce microcosme absolument génial, on peut distinguer des choses qui sont communs avec un certain type de vivants, des vivants qui n'ont aucune conscience sensible, mais tout de même qui sont des vivants, et qu'on appelle les vivants de vie végétative. Donc, lorsqu'on regarde toutes les formes de vie végétative, et on en connaît bien plus que Aristote, il y a d'abord le domaine des unicellulaires. La vie commence, on peut le dire, avec des bactéries. Mais il y a aussi le domaine des champignons, des plantes. Et là, eh bien, Aristote, il avait observé cette forme de vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Que nous avons en nous
toutes les facultés qu'on retrouve chez ces plantes, avec, à la base, eh bien, deux facultés absolument indispensables, à savoir, parce que nous sommes faits d'une matière qui perd de l'énergie, il faut bien une faculté de nutrition. Et cette nutrition, ce n'est que plus tard qu'on la distinguera entre la nutrition à partir de nourriture et puis la respiration qui nous nourrit d'oxygène. Mais finalement, ces deux facultés servent à maintenir notre individu pour qu'il ne se dégrade pas. Une fois que cet individu est maintenu dans l'être, on le voit, il se perfectionne. Et ce sont les facultés de croissance qui sont déjà présentes dans les unicellulaires, sauf que c'est une croissance interne. Ça veut dire qu'il perfectionne son métabolisme jusqu'à ce qu'il puisse atteindre alors la faculté dans sa perfection au niveau végétatif, la faculté de reproduction. Ça veut dire donner la vie à un être qui lui est semblable. Donc voilà ce qu'on appelle les facultés de la vie végétative. On en connaît maintenant bien d'autres, évidemment, qui ont dû se développer. Parce que l'individu est soumis à un certain nombre de dangers, il y a forcément une faculté d'immunité par rapport aux attaques qu'on peut subir de l'intérieur par d'autres vivants. Et puis, parce que l'espèce entière est soumise elle aussi à des dangers, il faut bien qu'elle ait une faculté d'adaptation par rapport aux circonstances extérieures. Et donc, c'est une faculté liée à la reproduction qui améliore l'espèce, qui provoque l'évolution des vivants. Et l'évolution est bien un domaine d'abord dans la vie végétative. Deuxièmement, on constate en nous qu'il y a des choses qui déjà sont conscientes, mais d'une conscience sensible. Donc, on dépasse le domaine purement chimique de la vie végétative que je viens de décrire, et on peut classer dans ce domaine-là, toute une série de facultés qui toutes possèdent la caractéristique suivante, c'est que il y a une certaine conscience, mais toujours en rapport avec un objet sensible, ça veut dire accessible au sens, qui est devant nous. Et donc, on peut poser, en tout cas chez l'homme, un certain nombre de facultés. D'abord, 5 sens externes. Nous les connaissons, toucher, vue, ouïe, goût, odorat. Ils nous permettent d'accéder, je dirais, à la connaissance des objets extérieurs en portant quelque chose d'eux, pas les objets eux-mêmes, mais une image d'eux à l'intérieur de notre connaissance. Évidemment, dans le monde animal, ces 5 sens externes, quelquefois il y en a moins, quelquefois il y en a plus. Mais en tout cas, à chaque fois, ils sont finalisés soit par la survie de l'individu, soit par la survie de l'espèce. Chez l'homme, où il y a des facultés beaucoup plus profondes que je vais décrire tout à l'heure, un 3e degré de vie, ces facultés intermédiaires peuvent aussi servir pour le développement de la vie intellectuelle et de la vie morale. Et nous constatons aussi à ce niveau-là, des sens externes, des sens internes. Ça veut dire une faculté, alors que l'objet sensible n'est pas présent à l'extérieur de nous, de continuer à le connaître, ne serait-ce que pour pouvoir se diriger vers lui. Par exemple, un lion, lorsqu'il part à la chasse, il n'a pas forcément la gazelle devant ses yeux physiquement. Sinon, il ne partirait jamais à la chasse. Et donc, ces sens internes les portent. Ils sont au nombre de 4, à savoir le sens commun, qui, je dirais, ne se contente pas par exemple de voir l'image de la gazelle, mais qui est capable d'identifier, en unifiant tous les sens, une gazelle, quelque chose qui est commun à tous les sens chez cet animal, et donc de l'identifier. Il y a l'imagination, capable, je dirais, de conserver ces images, et de les produire quand on en a besoin. Il y a la mémoire sensible, qui se souvient de la manière dont cette image a été déjà perçue, et puis une faculté supérieure qu'on appelle l'estimative, qui est capable d'analyser si l'objet sensible qui est devant soi ou auquel on pense est utile, ou s'il est au contraire nuisible, et donc au service de la survie de l'individu et de la survie de l'espèce. C'est une forme d'intelligence très sensible, très pratique, qu'on appelle l'estimative.
qui d'ailleurs, lorsqu'elle existe au service de la vie spirituelle chez nous les hommes, on l'appelle à ce moment-là la cogitative. Mais c'est la même faculté que possèdent les animaux supérieurs. Enfin, troisième domaine de facultés, toujours dans ce rangement spéculatif, ce sont les facultés qui n'ont pas de rapport avec le sensible, si ce n'est en s'en servant comme d'un instrument afin de connaître, mais qui peuvent connaître ce qui n'est pas sensible. Donc, tout, finalement, tous les êtres sans exception, aussi bien les êtres sensibles que les êtres spirituels, comme par exemple la beauté, l'infinité, le sens de la vie. Mais aussi, pourquoi pas, les êtres sensibles, non seulement concrètement, mais aussi abstraitement. On peut connaître par son intelligence le chat qui passe ici, mais on peut connaître aussi son espèce. Il fait partie des félins. Ce domaine des facultés spirituelles est propre à l'homme, les animaux n'en ont pas, et c'est ce qui explique, je dirais, notre besoin de savoir tout, y compris ce que nous faisons sur Terre, à quoi sert cette vie. Ce sont ces deux facultés-là qui, détachées du sensible, eh bien, provoquent non seulement l'art qui exprime, je dirais, notre désir de connaître le sens de la vie, mais aussi la religion, et puis la recherche philosophique. C'est véritablement quelque chose de précieux. Alors, il est une autre façon, je l'ai dit tout à l'heure, de classer ces facultés, cette fois de manière pratique. Et de manière pratique d'abord en ce qui concerne notre vie animale, mais aussi notre vie spirituelle. On le constate, dans ce cas-là, il est intéressant de mettre à part les facultés appétitives. Pourquoi? Parce que elles nous permettent de nous diriger vers quelque chose que nous connaissons, soit de manière sensible, soit de manière spirituelle, mais de nous porter vers cette chose-là pour se l'accaparer, pour en faire notre bien. Et en conséquence, parce que ces facultés appétitives nous portent vers un bien afin de s'unir à lui, ça peut être une proie pour l'attraper et s'en nourrir, mais ça peut être aussi la recherche de Dieu, non pas pour l'attraper, mais pour s'unir à lui, pour voir qui il est. Et ça, c'est de l'ordre du spirituel. Eh bien, allié à cela, il y a ce qu'on appelle les facultés motrices. Ça veut dire que nous, vivants, humains, nous sommes capables de nous mouvoir physiquement vers quelque chose de sensible, ou alors de nous mouvoir spirituellement vers la recherche du bien absolu et éternel. On le voit, cette deuxième classification qui pourrait être contestée par certains qui diraient mais il faut distinguer l'affectivité d'ordre végétatif, donc cet instinct qui nous pousse à survivre et à nous reproduire, de l'affectivité sensible présente dans notre vie intermédiaire, de l'affectivité spirituelle. Et donc, certains disent, les distinctions en 3 degrés de vie est bien suffisante. En réalité, ces deux classifications sont véritablement complémentaires, même si chacune, je dirais, regroupe l'autre quelque part. La première parce qu'elle permet de connaître l'homme pour le connaître, mais la seconde, elle permet de comprendre que l'homme est un individu, une personne qui est en mouvement vers un accomplissement de lui-même. D'ailleurs, cette distinction est utile aussi dans la connaissance de l'animal, parce que c'est la même chose. L'animal peut être connu en lui-même, avec ses 2 degrés de vie, végétatif et sensitif. Mais si on veut connaître parfaitement un animal, il faut le voir en action, qui cherche à atteindre sa fin. Et donc, manifestement, ça apporte à la connaissance de l'animal de savoir que son affectivité le pousse instinctivement à survivre dans son individu, mais aussi à se reproduire, donc à survivre dans son espèce, et que pour cela, eh bien, il a une faculté motrice qui lui permet de se diriger localement vers ce dont il a besoin pour réaliser sa finalité. Alors, la première objection, justement, elle trouve sa réponse dans ce que je viens de dire. Elle disait simplement, il n'y a pas de besoin de distinguer 5 puissances, à savoir végétative, sensible, motrice, affective et intellectuelle. Il suffit des 3 degrés de vie. Je l'ai montré. Elle est utile, cette deuxième distinction, parce que nous sommes des êtres pratiques, qui sommes en marche, et non seulement des substances, je dirais, structurées, avec un ordre spéculatif.
Une deuxième objection consisterait à dire pourquoi distinguer une affectivité, puisque à partir du moment où n'importe quel degré de vie existe, l'affectivité existe au moins de manière analogique. On peut même le voir, je l'ai dit, dans les corps physiques, en ce sens que, par exemple, ce corps physique-là, il tend affectivement à rejoindre le lieu où il sera au repos, qui est le centre de la Terre, d'où son attraction et sa chute si je le lâche. Et donc, manifestement, il suffit, dit cette objection, de définir qu'il y a une vie végétative avec son affectivité propre, qui apporte à la survie de l'individu, à la reproduction, qu'il y a le sens qui, lui, le fait de manière supérieure, et celui qui a un sens se porte obligatoirement vers le bien sensible présenté par le sens. Et puis le mouvement local qui justement permet d'accéder à ce bien sensible. Et enfin, la faculté intellective qui a une affectivité qui lui est collée, qu'on appelle la volonté, obligatoirement, quand on connaît un bien spirituel, donc on se dirige vers lui. Il faut répondre à cette deuxième objection que, effectivement, l'affectivité est partout présente dans notre être. Cependant, en la mettant en avant de cette façon-là, il est manifesté que l'être concret que nous sommes, mais qui est aussi tout être vivant, se dirige vers un acte parfait, un accomplissement de lui-même. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de distinguer l'affectivité, en la distinguant des autres facultés. Alors je laisse tomber l'objection 3 qui est à peu près la même pour passer à l'objection 4 qui dit « Pourquoi distinguer une faculté motrice puisque c'est pareil? Elle est présente partout. » Je veux dire par là que dans n'importe quel degré de vie, végétatif, sensible, spirituel, puisque on désire un accomplissement, obligatoirement on se meut vers le bien qui va pouvoir nous accomplir. Donc inutile de mettre à part une faculté motrice. Il est vrai, pourrait-on répondre, que partout où il y a connaissance et donc accomplissement dans un acte d'être, il y a donc tension vers quelque chose qui peut accomplir cet acte d'être, donc vers le bien qui peut épanouir. Cependant, il faut le reconnaître, Dieu, dans la perfection de sa création, a évidemment ajouté, quand c'était nécessaire, la faculté qui permettait de réaliser cet acte-là. Et donc, il est intéressant de distinguer les facultés motrices, comme d'ailleurs, ça se voit très concrètement, par exemple, chez les animaux, qui peuvent se déplacer, par opposition aux animaux qui sont fixes, comme par exemple les huîtres, elles ne peuvent pas se déplacer, et à ce moment-là, c'est la mère qui se déplace à elles pour leur apporter la nourriture. Donc, en l'homme, il y a cette faculté motrice, et il y a même cette faculté motrice dans la partie spirituelle de son être, et c'est ce qu'on appelle la volonté. L'article 2 demande « Est-ce que les puissances de l'âme végétative se divisent exactement en facultés de nutrition, d'accroissement et de reproduction ?» Alors, pour se demander si c'est vrai, il faut regarder ce qu'il se passe dans le plus simple des vivants que maintenant nous connaissons et qui sont pratiquement, on peut le dire, les archéobactéries. Ça veut dire des bactéries primitives qui ont pu apparaître au départ alors que, il n'y avait pas besoin d'autre chose que des facultés fondamentales afin de pouvoir vivre. Et donc, d'abord nous constatons que le monde tout entier qui structure le corps de ces bactéries, donc l'animal végétatif le plus simple, le monde tout entier qui les structure est soumis à une loi de corruption. Je veux dire par là que, tout vivant, sans exception, y compris elle, perd de l'énergie. Et donc, obligatoirement, elle est obligée, d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la façon, de récupérer cette énergie, faute de quoi, au bout d'un certain temps, elle s'use et elle disparaît. La faculté vitale indispensable d'un point de vue végétatif pour contrer la loi de corruption de la matière, c'est la faculté de nutrition. Et cette faculté, évidemment, peut prendre plusieurs modalités. On le voit par exemple, dans la vie primitive des archébactéries, elles se nourrissaient de sulfure d'hydrogène, donc d'un gaz, je pense que c'est ce gaz-là, je me trompe peut-être mais je ne crois pas, c'est un gaz composé de soufre dont elles pouvaient tirer leur énergie. Elles existent toujours,
ces bactéries-là. Et puis, peu à peu, au cours de l'évolution, eh bien, la vie bactérienne s'est perfectionnée pour pouvoir trouver sa source de nourriture ailleurs, comme par exemple dans le soleil, dans le rayonnement solaire. Et c'est là que la chlorophylle leur a servi pour se nourrir des rayons de lumière. Et puis, ensuite, pour se nourrir éventuellement à partir de molécules qui contenaient du carbone. Nous savons que pour nous, c'est le glucose qui est fondamental. Mais peu importe à la rigueur, ce qui compte, c'est que la faculté de nutrition, qui d'ailleurs s'est épanouie aussi avec la faculté de respiration, puisque la dégradation du glucose impliquait de l'oxygène, hein, un peu comme dans un cycle de feu à l'intérieur de la cellule, eh bien tout cela a la même finalité. Donc, fondamentalement, la première faculté nécessaire, c'est la faculté de nutrition. Ceci étant donné, on le voit, évidemment, la bactérie ou tout autre vivant va développer une sorte de métabolisme à l'intérieur d'elle-même pour atteindre à sa perfection. Et donc, même quand c'est un unicellulaire, il y a quelque part, de manière immanente, une croissance. Et à un moment donné, eh bien, elle atteint la perfection. Une perfection telle qu'elle peut, dans un troisième temps, se multiplier. Ça veut dire, pour les bactéries, se diviser et donner vie à une autre bactérie qui lui est semblable. C'est la faculté de reproduction. Imaginons qu'il manque une de ces trois facultés. Alors, manifestement, aucune vie végétative ne peut survivre. Ce sont donc les trois facultés fondamentales de la vie végétative et il n'y a là-dessus aucun changement. Certes, les anciens ont vu la faculté de croissance du côté des pluricellulaires auxquels seuls ils avaient expérience, qu'ils pouvaient observer. Et donc ils voyaient par exemple un petit chat qui grandit, qui devient un chat adulte, ou un petit homme qui grandit et qui devient un homme adulte. Mais finalement, c'est la même chose de manière immanente dans le domaine des bactéries. Alors, maintenant, ces trois facultés fondamentales, au point qu'il n'y a pas de vie végétative sans elles étant posée, y a-t-il d'autres facultés, je dirais, de vie végétative? Finalement, lorsqu'on regarde les choses, tout est finalisé dans la vie végétative par la survie de l'individu et la survie de l'espèce à travers la reproduction. Comme, je dirais, faculté au service de la survie de l'individu, c'est la nutrition et la croissance, et puis comme faculté au service de la reproduction, donc de l'espèce, c'est la croissance qui aboutit à la reproduction. Eh bien, depuis l'époque d'Aristote, on a pu découvrir d'autres facultés vitales, et l'une est au service de la survie de l'individu. À savoir que très vite, dans la vie unicellulaire qui s'est développée pendant des milliards d'années sur la Terre, eh bien, très vite, les vivants ont été confrontés à des attaques venant d'autres vivants, qui pouvaient être d'autres bactéries, ou alors de morceaux de vivants, à travers des maladies. Et ce sont ce qu'on appelle par exemple les virus, mais aussi les prions. Et donc, il a fallu que ces bactéries apprennent à se défendre d'une manière ou d'une autre, Est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que ça s'est fait aussi par l'ingénierie des anges qui président au développement de la vie? Je dirais sans doute les deux. L'essentiel, c'est que est apparu au service de la survie de l'individu, eh bien, l'immunité, une faculté végétative qu'on appelle l'immunité et qui permet justement de survivre aux attaques extérieures. Il y a des antivirus, etc. Deuxièmement, parce que le but est la survie de l'espèce et que l'espèce était sans cesse attaquée, eh bien, il a fallu que les vivants développent, peut-être avec l'aide des anges, une faculté d'adaptation face à des nouveaux dangers, donc pour se perfectionner, pour améliorer, je dirais, la survie de l'espèce face à de nouvelles circonstances. Eh bien, cette faculté d'adaptation qui a permis l'évolution des vivants végétatifs est une faculté vitale manifestement présente dans les unicellulaires, et ceci très tôt. Elle est capable, on le découvre de plus en plus, d'utiliser plusieurs mécanismes, comme par exemple chez les unicellulaires, en s'accaparant un avantage évolutif présent dans une autre famille de bactéries, en se l'intégrant.
Il y a aussi un mécanisme qui consiste à avoir des mutations génétiques qui se révèlent utiles, qui font par exemple apparaître une sorte de cile qui permet de se déplacer en nageant, et donc on survit mieux face à des dangers, et donc ce type de bactérie, dans une meilleure évolution, survit. Maintenant, est-ce à dire que tout cela, je dirais l'apparition par exemple de ce cil, cette faculté vitale de déplacement local, se fait toute seule par un hasard, comme le disent les lois de Darwin? Ou est-ce qu'il y a parfois intervention des intelligences qui président à l'amélioration de la vie? Eh bien, je sais que les scientifiques matérialistes ne croient que dans les lois de mutation par hasard et, je dirais, de sélection naturelle, mais comme théologien, on peut dire que manifestement, il y a aussi parfois l'acte d'une intelligence qui améliore la vie, surtout quand il y a des choses radicalement nouvelles. Je citerai enfin un troisième mécanisme d'adaptation, qui est sans doute le fait que quand une bactérie, confrontée à certains dangers, a pu survivre au cours de sa vie, eh bien, une faculté de transmettre en partie ce qu'elle a acquis par l'expérience finalement. Ce mécanisme a été rejeté pendant toute une période, mais manifestement, on l'appelle l'épigénétique, il a une certaine valeur. Bref, en tout cas, voici une faculté d'adaptation, d'évolution peut-être, qui manifestement n'était pas connue des anciens, mais que nous devons ajouter à la vie végétative. Alors quelques objections, dont la première est un peu artificielle et dit « ces puissances que sont eh bien, la nutrition, la croissance et la reproduction sont des forces naturelles et donc ce ne sont pas des facultés vitales. » C'est ce que dit cette objection. En réalité, il faut bien le reconnaître, toute vie ayant une part avec la biologie a besoin de ces trois facultés vitales. On peut presque dire que si, même chez un être humain, ce fondement-là végétatif n'est pas présent, le petit enfant ne se développera pas. Il avortera dans le ventre de sa mère, évidemment, chez un tout petit embryon. Ça se passe par nutrition, par respiration, donc il y a une distinction entre les deux, et on peut dire que est apporté à ce petit vivant aussi bien de l'oxygène que du glucose. Pour que ces deux facultés s'exercent, il y a aussi une faculté de division cellulaire au départ. Il n'est pas question de se reproduire pour former un autre petit être. Donc c'est simplement ce qui était présent chez les bactéries primitives. Et puis, à ce moment-là, la croissance peut se faire. Chez nous, humains, la faculté de se reproduire se passera par la sexualité, donc pas simplement comme les bactéries par division. Et ça n'apparaît qu'à l'âge adulte de la vie végétative. Alors, deuxième objection, qui dit la faculté de croissance. Manifestement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas attribuer aux vivants, puisque on la voit aussi chez des êtres non vivants, comme par exemple le feu. Et puis on pourrait ajouter que le feu, il se nourrit lui aussi. Quand il grandit, il doit se nourrir d'oxygène et puis d'éléments qu'il brûle. Il peut même se reproduire par mode d'étincelle, donc on ne devrait pas dire que ce sont des facultés de la vie végétative. En réalité, c'est vrai qu'il y a une analogie avec le feu qui semble fonctionner comme un être vivant, monstrueux qui se nourrit, mais chez les êtres vivants, les vrais êtres vivants comme les bactéries, tout ceci se passe non pas à travers une simple réaction chimique d'oxydoréduction, mais véritablement par un métabolisme complexe. Et donc, cette vie végétative est programmée par toute une sorte de logiciel, c'est comme ça qu'on pourrait parler par comparaison à l'informatique, un logiciel vital présent à l'intérieur du vivant et qui va commander toutes les opérations. On peut même dire que la faculté d'adaptation dont je parle obligatoirement, elle est programmée elle-même dans un logiciel qui certes, en 2022, on ne connaît pas encore, mais qui apparaîtra tôt ou tard. Troisième objection, elle consiste à dire, le terme de la croissance arrive quand on a la faculté de se reproduire. Donc tout cela forme une seule et même chose, je veux dire une tension vers la perfection. Et d'ailleurs on le voit dans le monde physique avec le feu. Donc on ne devrait pas distinguer la faculté de croissance et la faculté de reproduction. Eh bien, la réponse est manifestement que oui, on doit les distinguer. D'ailleurs, ça se voit chez certains vivants qui croissent, mais qui échouent du côté de la reproduction.
ce qui montre bien que, à un moment donné, au terme de la croissance, une autre faculté se met en acte, et si cette faculté, qu'a, je dirais, une programmation, donc un ADN tout à fait différent de la croissance, eh bien, pêche par tel ou tel aspect, elle ne se mettra pas en acte. Et c'est là la grande différence avec le feu qu'on veut absolument identifier au vivant. Le feu, quant à lui, eh bien, dès qu'il trouve un autre aliment, il s'en nourrit et donc il croît et il éclate pour se répandre partout où il le peut. Mais je dirais, tout ça se fait dans une seule réaction chimique. Enfin, dernière objection qui prétend qu'il ne faut pas distinguer la faculté d'engendrer et la faculté de se nourrir. Parce que, finalement, c'est en se nourrissant que peu à peu, on est amené à pouvoir engendrer. On engendre à partir du surplus de la nourriture, finalement, quelque part. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, il y a un lien, en ce sens que la faculté de nutrition est fondamentale. Je veux dire par là que jamais il n'y aura croissance ni même reproduction sans cette première faculté-là. Cependant, il faut distinguer leur objet. La nutrition sert finalement à l'accroissement de l'individu. Donc la finalité, c'est la survie de l'individu, tandis que la reproduction, elle sert non plus à l'individu lui-même, mais à l'espèce dans son ensemble, afin qu'elle puisse se multiplier et survivre. Donc voilà pourquoi, ne serait-ce que par l'expérience, on distingue bien ces trois facultés vitales dans le vivant végétatif, mais plus que cela, on les distingue aussi dans la programmation métabolique, dans l'ADN des vivants. On voit bien qu'il y a certaines parties de l'ADN qui servent à la nutrition, d'autres à la croissance et d'autres à la reproduction. L'article 3 demande, dans l'homme, est-ce qu'il y a bien 5 sens externes, à savoir la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat? Alors, je répondrai que c'est objet d'expérience et que depuis que l'homme s'observe, il constate effectivement qu'il y a bien 5 sens externes. Ça veut dire tourner vers une réalité extérieure qu'on atteint par un sensible propre. Je veux dire par là un sensible que les autres sens ne peuvent pas atteindre. Alors, très simplement, par exemple, la vue atteint la lumière, la couleur, et effectivement, il n'y a rien à faire. On ne peut pas entendre la couleur. De même que la vue ne peut pas voir le son. À moins que, effectivement, le son provoque une telle vibration que, évidemment, on voit cette vague, par exemple, sur un haut-parleur. Mais dans ce cas-là, on devra dire que c'est par un autre aspect que le son, que la vue peut atteindre quelque chose en rapport avec le son, à savoir ce qu'on appelle un sensible commun à plusieurs sens. En effet, très simplement, les réalités qui nous entourent, les réalités sensibles qui sont objets de nos sens, eh bien, elles ont certaines qualités qui sont accessibles à plusieurs sens à la fois et qu'on appelle les sensibles communs. Ils sont globalement au nombre de 5, à savoir d'abord le nombre, mais aussi la quantité. Le nombre, ça veut dire 50 souris dans une pièce, c'est pas pareil qu'une souris dans une pièce. La quantité, c'est la grosseur. Une énorme souris de la taille d'un rat, c'est pas la même chose qu'une toute petite souris de la taille d'une fourmi. Troisièmement, il y a la figura, par exemple la forme de mon visage. On peut la voir, mais quelqu'un qui serait aveugle peut la toucher et peut donc se représenter à quoi je ressemble de cette façon-là. Il y a aussi le mouvement. Quand on voit dans une forêt un animal qui se déplace, évidemment, nos 5 sens arrivent à le percevoir. Peut-être pas les 5, mais en tout cas plusieurs sens. Et au contraire, le repos, l'absence de mouvement, qui fait que là, on peut échapper parfois à son prédateur. Donc, eh bien, dans la vie animale, dans la vie sensible, on le voit bien, s'il y a bien 5 sens différenciés par leur sensible propre, eh bien, les sens tout ensemble peuvent coopérer pour permettre d'attraper une proie. Par exemple, dans la forêt, quand on entend et qu'on voit en même temps une proie qui passe un peu plus loin et que éventuellement son odeur nous parvient parce qu'elle est dans le sens du vent, eh bien, c'est ce qu'on appelle les sensibles communs, mais finalement, la vue n'a vu que le mouvement à travers une image qui se déplaçait.
On a entendu craquer une branche, donc c'est le son, c'est un sensible propre. On a senti l'odeur de cette proie, c'est encore un autre sensible propre. Alors je terminerai cet article en disant que maintenant, grâce à la connaissance de plus en plus précise qu'on a de toutes les espèces animales, on se rend compte que nous, si on a ces 5 sens, nous humains, c'est parce que ça nous est utile, mais que dans la vie animale, certains animaux ont des sens en moins, comme certains qui n'ont pas besoin de repérer de quelle façon un fruit est mûr, ce qui est notre cas, et donc ils ne voient qu'en noir et blanc. D'autres, au contraire, ont besoin de se repérer la nuit, donc ils voient davantage, je dirais, dans l'obscurité. Certains ont un spectre lumineux tout à fait différent du nôtre. Certains insectes, par exemple, qui voient l'ultraviolet qui émane des plantes, et ils peuvent ainsi repérer la fleur qui, je dirais, qui possède du nectar. De même, du côté de l'ouïe, comme par exemple la chauve-souris qui se déplace la nuit, une capacité à entendre l'écho de manière si précise que même un fil tendu devant elle, elle peut le repérer et le contourner. Bref, nous avons, nous, les sens qui nous conviennent pour le moment, en fonction de nos besoins, mais que la vie, le domaine de la vie sensible est beaucoup plus large que cela. Alors, quelques objections maintenant. Et la première consiste à dire, mais manifestement, on ne peut pas réduire les sens externes à ces 5 sens. On le voit bien. Nous sommes capables, par exemple, de repérer, mettons, un animal qui boite, donc qui a eu un accident, et donc de repérer qu'il est particulièrement, je dirais, fragile, ou un lapin, et donc il va être facilement attrapable. Il faut donc poser des sens capables de discerner dans l'animal une certaine détresse, ce qui nous fait qu'on part en chasse et qu'on peut l'attraper. Eh bien, il faut répondre à cela, que le caractère nuisible ou utile, par exemple, de telles blessures sur un animal que l'on veut chasser pour manger, eh bien, ce n'est pas un sens externe en lui-même qui est capable de repérer. Le sens externe, lui, il ne voit que le sensible propre. Il y a un sens interne capable d'unifier ces images-là. Donc, par exemple, le fait que l'animal marche bizarrement, tout cela est confronté à un sens interne dont je verrai à l'article suivant le nombre, à savoir la mémoire sensible qui se souvient comment un animal marche normalement. Et puis, il y a l'estimative, cette espèce d'intelligence pratique, sensible, qui nous fait dire « ce n'est pas normal, donc peut-être cet animal, je pourrais l'attraper plus facilement ». Il faut donc bien distinguer les 5 sens externes avec leurs sensibles propres, mais aussi, je dirais, leur sensible commun, et c'est ce que va montrer l'objection suivante. Et justement, l'objection 2 dit « Regardons ce qui est perçu par plusieurs sens, comme par exemple l'animal en mouvement, qu'on entend, qu'on sent, qu'on voit se déplacer en même temps. Manifestement, il faut poser un sens, en plus, une sorte de sens commun à tous ces sensibles communs qui permet de capter la grandeur, le nombre, le repos, le mouvement et puis la figura de l'animal en question. Alors il faut répondre à l'objection 2 que ces sensibles communs, finalement, tous, sont quelque part des espèces de la quantité. Le mouvement, par exemple, c'est une quantité de déplacement et donc ils n'atteignent notre sensibilité que par le sensible propre, parce que le mouvement a impliqué un changement dans l'objet sensible qui est devant nous, donc il y a eu un changement, c'est comme ça que cela parvient à l'intérieur de nous-mêmes et que nous le repérons plus facilement. Voilà pourquoi les sensibles communs n'obligent pas à poser des facultés sensibles externes en plus, mais plutôt une sorte de synthèse en nous, une faculté de synthèse capable d'harmoniser tout ce que nous apportent nos sens et d'en déduire les conséquences à partir de l'estimative. Et ça, c'est ce que j'appellerais les sens internes. Alors l'objection 3 consiste à dire que chaque sens perçoit un couple de contraires. Par exemple, pour la vue, c'est le blanc et le noir qui s'opposent. Et donc, quand on voit par exemple le toucher, capable de percevoir bien des qualités, qui ne forment pas des couples de contraires, par exemple le rugueux, le doux, ça peut se comprendre, hein, mais par exemple le moireux, le piquant,
Bref, toutes sortes de qualités de l'ordre du sens du toucher. On devrait donc poser plein de sens différents par rapport au toucher, qui d'ailleurs est très spécial puisqu'il est présent sur tout le corps. Je veux dire par là qu'on peut toucher avec sa joue, avec son nez et même avec son œil finalement. Alors il faut répondre à cette objection que il n'est pas vrai que chaque sens est lié à un seul couple de contraires. Le blanc et le noir, ça se voit, hein, après tout, la lumière et l'absence de lumière, mais le sens de la vue a bien d'autres aspects, il peut atteindre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec 1000 nuances. Et on ne peut pas dire que le bleu est le contraire du rouge, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Eh bien, c'est pareil, chaque espèce de sens possède toute une palette, je dirais qu'il peut unir. Et je dirais que seule l'expérience sensible permet d'ailleurs d'unifier sous un même sens plusieurs aspects. Par exemple, le chaud et le froid accessible au toucher, on le mettra dans les mêmes, je dirais dans le donné des sensibles propres accessibles au toucher comme le rugueux ou le pointu, parce que finalement c'est le même organe qui atteint les choses. De même, il est évident à l'expérience que c'est de l'ordre du toucher quand on met le doigt dans l'œil et qu'on ressent une douleur. Que par contre, le domaine de la vue, c'est un autre sensible propre, qui est d'un tout autre ordre, à savoir quelque chose de lumineux, quelque chose de coloré. Alors, quatrième objection, on pourrait dire, mais le goût, c'est une espèce de toucher. Il y a un rapport puisqu'il faut être en contact direct avec l'objet touché pour pouvoir le goûter. Et puis d'autres ont dit que le goût c'était une espèce d'odorat, que quand on perd l'odorat, on peut même plus reconnaître le goût d'un vin par exemple. C'est ce que disent les meilleurs œnologues. Donc finalement, on devrait distinguer les sens très nets comme le toucher, la vue et l'ouïe. La réponse est qu'il faut encore faire appel à l'expérience. Et chacun sait d'expérience que le goût, ce n'est pas un toucher comme un autre, qu'il y a des qualités sensibles propres particulières. Que de même, l'odorat, d'ailleurs, par le fait même que c'est un autre organe situé dans un endroit différent, même si l'odorat coopère avec le sens du goût pour, je dirais, faire l'esthétique gastronomique, ce sont tout de même deux sens différents et complémentaires. Par contre, ceci va nous amener très très prochement à découvrir ce qu'on appelle les sens internes. Ça veut dire cette capacité de notre cerveau d'unifier des choses qui ne semblent pas avoir de rapport, comme par exemple la douceur d'un toucher avec le moelleux du goût particulier d'un gâteau particulier. Ou encore la douceur d'une couleur, je dirais très chaude, mais je dirais très paisible, très apaisante. Eh bien, ce sens-là, qui est un sens interne, s'appelle le sens commun. Mais j'en parlerai dans le prochain article. L'article 4 demande « Avons-nous une division satisfaisante des sens internes en 4 sens internes, à savoir le sens commun, l'imagination, la mémoire sensible et l'estimative. » Je dirais que pour répondre à cette question, le plus beau et le plus profond laboratoire que nous avons, c'est nous-mêmes, en nous observant nous-mêmes, puisque nous portons en nous la plénitude de la vie sensible. Je ne veux pas dire que notre vie sensible est la plus performante de toutes les vies sensibles. On voit bien que non. Certains singes anthropoïdes ont une mémoire instantanée, beaucoup plus performante que la nôtre, et nous, il nous faudra du temps. Mais tout de même, nous expérimentons les facultés sensibles et nous pouvons les observer aussi chez les animaux supérieurs en particulier, de par leur comportement externe. Donc, puisque notre vie sensible est finalisée par un bien sensible dans son opération propre, à savoir par exemple attraper de la nourriture pour pouvoir s'en nourrir pour la survie de notre individu, ou alors au contraire fuir un danger mortel comme par exemple un loup qui serait dans la forêt, eh bien il suffit de regarder la façon dont nous agissons. C'est vrai que, à la base, il y a nos sens externes qui sont là et qui nous apportent toutes sortes de sensations. Je viens d'en parler dans l'article précédent.
Et donc, imaginons la situation suivante, nous sommes en pleine nature, il fait soif et nous cherchons quelque part, eh bien disons de l'eau. De l'eau, c'est absolument nécessaire pour vivre. Eh bien, nos sens externes, je dirais, vont effectivement se mettre en chasse, portés par l'instinct de survie et essayer de repérer par la vue là où il y a, par exemple, une flaque d'eau qui brille au soleil, mais aussi peut-être par l'ouïe, si c'est de l'eau vive qu'on entend dans le secteur. Et alors, eh bien je dirais que ces deux sensations externes vont être rapportées à notre cerveau et il y a là une première faculté qui va se mettre en marche ensemble en unissant ces deux sensations pour dire immédiatement « il y a de l'eau vive qui court par là, je l'ai vue et je l'ai entendue ». Et puis, il y a ce climat de fraîcheur avec ces arbres verts au-dessus, ça indique la présence d'eau. Donc, ce qui permet d'unifier ces sensations données par, je dirais, des sensibles propres, le son, et puis l'odeur et la vue, eh bien, c'est le sens commun. C'est la première faculté interne et c'est lié à notre cerveau. Le sens commun va, je dirais, unifier ces sensations pour établir ce qu'il y a de commun et découvrir la nature du corps que l'on recherche, en l'occurrence ici, de l'eau. Évidemment, pour que ça marche ainsi et que le sens commun puisse repérer où il y a de l'eau, d'autres facultés vont collaborer à cela. Et en particulier, si nous avons déjà eu de l'expérience, ne serait-ce que par nos parents qui nous ont emmenés dans la nature, eh bien la mémoire sensible qui nous rappelle que là où il y a plantes vertes, foisonnantes, et là où il y a ce bruit cristallin de l'eau, eh bien c'est que la présence de l'eau est là. Il faut remarquer que la mémoire sensible, eh bien, elle se souvient d'images, images auditives, images visuelles, mais elle les garde en elle alors qu'elles ne sont plus là. De la même façon, lorsque nous sommes partis à la recherche d'eau, alors que nous n'avions pas, je dirais, d'eau présent devant nous, eh bien, évidemment, il fallait que quelque part dans une faculté qui est liée à la mémoire, il y ait présent, je dirais, ce que nous recherchons, de l'eau. Et donc cette faculté qui est capable de garder en elle, non seulement dans le temps, mais aussi réellement présent, des images des choses, s'appelle l'imagination. Enfin, ce qui nous détermine à partir sans attendre, il faut trouver de l'eau maintenant, c'est indispensable, eh bien, c'est une faculté qui ordonne toutes ces sensations-là. Et cette faculté-là, qui est la plus grande de toutes les facultés sensibles, on l'appelle l'estimative. C'est une forme d'intelligence finalement. Ça veut dire que par rapport à la finalité qui est notre survie, eh bien, elle va ordonner les moyens pour qu'on atteigne la finalité recherchée. Elle estime donc que l'eau est indispensable et en urgence maintenant. Et donc, elle peut, à ce moment-là, présenter à nos passions ce que nous recherchons et nous partons en quête d'eau. L'estimative est capable aussi d'estimer ce qui est nuisible. Par exemple, s'il s'avère que, ayant trouvé l'eau, nous découvrons qu'elle a une odeur particulière, que notre mémoire nous indique que cette odeur-là indique qu'elle est sans doute empoisonnée, que notre imagination nous représente les effets que pourrait avoir le fait d'en boire, alors l'estimative immédiatement va en conclure « cette eau-là n'y touche pas, elle est nuisible et au lieu de t'apporter un bien-être, elle pourrait t'apporter du mal ». Il faut remarquer que les animaux, en ce qui les concerne, ils ont cette estimative et donc parfois, de par leur odorat, donc un sensible propre, eh bien, ils rejettent cette eau et ils préfèrent aller boire plus loin plutôt que de s'empoisonner ici. Pour nous, humains, cette estimative, donc cette intelligence sensible, capable d'ordonner un moyen sensible à notre finalité sensible, eh bien, elle va être utilisée par une autre faculté qui n'est plus sensible, mais qu'on appelle l'intelligence. Et par exemple, eh bien, avec l'expérience accumulée par la culture de notre espèce humaine, nous allons peut-être inventer un système comme par exemple allumer un feu pour faire bouillir l'eau de telle façon que elle s'évapore, la récupérer, faire que goutte à goutte elle tombe dans un verre et la boire purifiée du poison qu'elle contient. Eh bien, dans ce cas-là, l'estimative, mise au service de notre intelligence, ou plutôt utilisée par notre intelligence, devient une faculté particulière que Aristote avait appelée la cogitative.
Elle est évidemment à ce moment-là beaucoup plus puissante que la simple estimative animale qui, eux, n'ont pas tellement de solutions trouvables, alors que nous, grâce à cette intelligence qui possède sa mémoire propre, une mémoire de toute la culture accumulée, nous pouvons inventer des milliers de trucs bien plus performants pour affronter les dangers de la nature. Donc, je conclurai cet article en disant il y a bien 4 sens internes que sont le sens commun, l'imagination, qui a comme objet les images, quelles qu'elles soient, et même la composition d'images, comme je vais le montrer dans une des objections. Troisièmement, la mémoire, parce que on peut garder des images du passé et s'en souvenir, et même les faire revenir à la mémoire quand on le veut. Et puis enfin, l'estimative, qui estime ce qui est utile et nuisible pour la survie, pour la reproduction. Alors, quelques objections, et la première nie l'existence d'une faculté particulière qu'on pourrait appeler le sens commun. C'est inutile, dit l'objection. Il suffit de poser l'imagination, par exemple, qui est capable de recueillir toutes sortes d'images, du son, de l'odeur, etc., et de les goupiller entre elles. Donc il n'existe pas de sens commun. Alors, on distingue les facultés par leur objet. Et c'est vrai que faire un rapport entre, je dirais, un son doux et le toucher doux d'un tissu, c'est quelque chose qu'on fait journalièrement et qui manifestement implique une faculté à la racine des 5 sens et qui permet de mettre en rapport analogique les sensations entre elles. Et en effet, s'il n'y avait pas cette faculté particulière, nous serions incapables de mettre en rapport des sensibles propres, comme par exemple une douce mélodie qui est entendue par l'oreille, et puis le toucher d'un tissu très doux qui est senti par la main. Or, nous en sommes capables, ce qui indique bien qu'il y a en nous une faculté immanente capable de faire cela. Et il faut reconnaître que c'est une faculté différente de l'imagination, dont l'objet, quant à elle, c'est simplement de recueillir des images, et rien de plus. La troisième objection, je passe sur la 2, consiste à dire que, en réalité, entre imagination et mémoire, il n'y a pas quelque chose de radicalement nouveau. La mémoire se contente de garder des images qui ont été connues auparavant, et donc au-delà du temps qui passe. Et donc, manifestement, c'est le même objet, c'est la faculté de garder des images. Alors, il ne faut pas, évidemment, séparer, je dirais en blocs monolithiques et totalement distincts, comme cela, les facultés vitales de la sensibilité. Elles coopèrent les unes les autres dans cet unique cerveau qui nous correspond. Cependant, on le voit bien, il y a un organe assez différent. Et même, je dirais que dans la mémoire, au fur et à mesure de son étude, actuellement, grâce à la science moderne, on distingue une mémoire à court terme, où sont gardés des événements qui ne devront pas être conservés pour toujours, et puis une mémoire plus profonde, une mémoire à long terme, où nous pouvons fixer des choses pour nous en souvenir davantage. Je dirais même que, quelquefois, lorsque la mémoire, plutôt lorsqu'une image est accompagnée d'une force de passion, d'une sensation de peur par exemple parce que nous avons vu un lion, l'image restera dans la mémoire beaucoup plus incarnée, beaucoup plus profonde, ce qui montre bien que les passions elles-mêmes influencent sur la qualité des souvenirs. Ce qui amène cependant le philosophe à distinguer l'imagination de la mémoire, même si les deux facultés portent sur des images, c'est que, manifestement, leur objet a une spécificité. L'imagination a comme objet toute la gestion des images, tandis que la mémoire, c'est leur conservation au-delà du temps qui passe. L'objection suivante demande, mais pourquoi distinguer une forme d'intelligence sensible, une estimative, capable, je dirais, d'ordonner certains moyens à la finalité qu'on poursuit, comme attraper une proie, etc. Finalement, est-ce que ce n'est pas tout simplement une forme de l'intelligence ? En effet, c'est bien l'intelligence pratique elle-même qui est capable d'ordonner le moyen, par exemple, je ne sais pas moi, acheter des fleurs pour séduire celle qu'on veut aimer. Et donc le moyen est ordonné à la fin par cette intelligence pratique.
Donc, manifestement, certains philosophes ont dit « il n'y a là qu'une invention d'une faculté qui, en fait, n'est que la même ». Eh bien, il faut répondre à cela que on observe que l'estimative n'a pas le même objet du tout que l'intelligence humaine. Même si l'intelligence peut plus, et donc elle pourra englober le rapport de moyens sensibles à une finalité sensible. Donc on peut, en se servant de son intelligence spirituelle, attraper une proie. C'est une évidence. Cependant, l'estimative en elle-même, on le voit, elle est comme bornée par un mur de verre, à savoir quelque chose de sensible, soit quelque chose en rapport avec sa survie individuelle, soit en rapport avec la survie de l'espèce. L'intelligence humaine, au contraire, a un objet beaucoup plus vaste, et même si cet aspect concret, elle peut l'atteindre, elle peut atteindre aussi les choses qui n'ont pas de rapport avec le sensible. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle peut utiliser l'estimative à son service, en vue éventuellement d'être le plus intelligent des animaux. Lorsque l'homme est parti à la chasse, il est capable de vaincre n'importe quelle bête, n'importe comment. Et le plus grand des animaux, qui est la baleine bleue, eh bien, par une simple flèche, en connaissant simplement ses mœurs, on peut en venir à bout, sans prendre trop de danger pour soi. L'homme est donc, par son intelligence spirituelle, et cette mémoire spirituelle qui est au-delà de la mémoire sensible, et il met toutes les facultés sensibles au service, je dirais, de sa survie, au service aussi de ses facultés spirituelles. Il est capable d'être le plus grand prédateur que la nature ait jamais connu. Et l'objection 5, justement, en vient à nier qu'il puisse exister une estimative animale, qui serait autre chose que ce qu'on voit chez l'homme, la cogitative, donc au service d'une finalité, être capable de juger, d'ordonner pour atteindre un but sensible. Donc il faut répondre à cela que chez l'être humain, évidemment, les facultés sensibles, tout ensemble, sont utilisées par les facultés spirituelles. Et mises à leur service, elles deviennent immensément plus puissantes. Par exemple, on n'a pas seulement une imagination, donc capable de conserver des images, comme par exemple un lion, il porte en lui l'image de la proie qu'il veut attraper. Sa mémoire sensible joue ainsi que son imagination, et il part ainsi à la chasse en suivant, je dirais, les ordres de son estimative. Chez nous, évidemment, tout cela est mis au service de l'intelligence qui est capable de garder des images beaucoup plus vastes et même de composer avec l'imagination des choses que jamais un chien ne ferait, comme par exemple de l'or avec une statue, ce qui donne une statue d'or. Et ça, c'est le propre de l'homme. Voilà pourquoi d'ailleurs Avicenne disait que l'imagination humaine, c'est une 5e faculté qu'il appelait la fantaisie, parce qu'elle pouvait être source aussi d'œuvres d'art. En réalité, c'est simplement l'imagination, telle que les animaux l'ont, mais évidemment portée par un être qui possède des facultés spirituelles. Il en est de même pour l'estimative que nous avons en nous et qui nous permet, je dirais, mise au service de notre intelligence, d'inventer des ruses pour attraper des proies que aucun animal ne pourrait inventer. Une 6e objection vient de saint Augustin qui dit « Il existe 3 genres de vision, la vision corporelle avec l'œil, la vision intérieure avec l'imagination, et puis la vision intellectuelle avec l'intelligence. » Et donc, manifestement, pour lui, il n'y a pas tant de facultés internes de sens. Alors il faut répondre que cette objection de saint Augustin, effectivement, ne veut pas décrire toutes les facultés sensibles, mais simplement les 3 genres qu'il y a dans la prophétie. Quand par exemple le Seigneur nous parle à travers une sensation, comme dans l'apparition de Pontmain où on voit la Vierge physiquement qui est devant nous avec un message écrit dans l'air, eh bien c'est par les sens. Et parfois, eh bien le ciel nous parle par un rêve, et là c'est l'imagination. Mais parfois, directement, la prophétie nous est donnée dans notre intelligence qui en comprend le sens, et c'est le sommet de toutes les prophéties. Enfin, dernière objection qui vient d'Avicenne, qui dit dans son ouvrage sur l'âme qu'il y a 5 sens internes et non pas 4, à savoir le sens commun, la fantaisie, l'imagination, l'estimative et la mémoire.
Eh bien, il faut répondre à ça que, effectivement, si Avicenne distingue l'imagination de la fantaisie, c'est parce que, lorsqu'elle est possédée par l'être humain, l'imagination obtient des pouvoirs absolument uniques que jamais un animal n'utilisera. Nous sommes capables, avec notre imagination, je l'ai dit, de concocter des choses qui n'ont pas de rapport, d'inventer des images fantastiques de choses qui n'existent pas, comme par exemple un dragon ailé qui crache du feu. C'est quelque chose d'unique, hein. Un animal, lui, il se sert de son imagination par rapport à sa survie et sa reproduction. Nous sommes capables de le mettre au service de notre intelligence et même d'inventer ce qu'on appelle l'art, où nous exprimons, à travers des représentations que nous incarnons dans la matière, les choses les plus profondes de notre pensée.